Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Pour ce premier épisode, issu de la leçon inaugurale, nous avons l'honneur de recevoir le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées. Monsieur le ministre, monsieur le procureur général, monsieur le recteur, que j'ai perdu de vue maintenant, c'est la meilleure place, madame la présidente, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, je suis bien évidemment un peu impressionné de me retrouver ici devant vous, devant une ambiance, devant une assemblée aussi importante, aussi experte et en tout cas intéressée par les affaires de défense. Et je sais qu'il y a également un certain nombre de personnes qui nous suivent sur YouTube. Donc effectivement, ça fait beaucoup de monde et c'est très impressionnant. Je suis également impressionné puisqu'on me dit que cet amphithéâtre s'appelle amphithéâtre Richelieu. Richelieu est un grand stratège français qui s'est illustré en particulier, vous le savez, pendant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans est un conflit qui illustre assez bien, à mon avis, qui est un exemple marquant de confrontation et de recomposition stratégique qui est aussi le thème, me dit-on, de votre cycle de conférences. De Richelieu, ce que je retiens, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui a inscrit son action dans le temps long. Et pendant la guerre de 30 ans en particulier, il a choisi de s'allier un peu contre nature aux protestants. Son ambition était dans le long terme, évidemment, de réduire l'influence et l'importance du Saint-Empire. Donc, il n'avait pas cédé à une vision instantanée et court-termiste, mais il s'inscrivait dans le temps long. Et c'est également quelqu'un qui avait le souci de la maîtrise de l'information bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui, mais néanmoins en entretenant un réseau nombreux où il écoutait beaucoup, en particulier le réseau catholique, bien qu'il soit lié aux protestants, mais également les marchands, mais également les juristes, ceci lui permettant d'avoir une vision probablement assez éclairée de la situation sur une guerre qui a duré longtemps et avec des recompositions, comme on l'a dit, assez importantes. Ces deux points, je pense, sont toujours extrêmement importants aujourd'hui et j'y reviendrai. Monsieur le procureur général, merci beaucoup pour votre invitation. Vous le savez mieux que quiconque, je ne suis pas un universitaire et donc je vais plutôt avoir une approche qui est celle d'un praticien de la stratégie et des opérations. De ce point de vue, je constate comme vous une accélération du monde avec un enchaînement de ruptures qui engendre l'incertitude et de très fortes tensions. Dans ces conditions, pour continuer à peser, il est impératif d'anticiper. Anticiper, ça veut bien évidemment dire essayer de voir ce qui va arriver, mais en fait pas comme un contemplatif. En fait, imaginer ce qui va arriver, mais pour se saisir des choses, agir et se positionner. Très souvent, quasiment toujours en fait, j'estime que ça nécessite pour anticiper correctement, en tout cas agir, se positionner, ça nécessite de prendre des risques. C'est extrêmement important, la nécessité de prendre des risques. Aujourd'hui, si on ne prend pas de risques, le risque d'être dépassé est quasiment certain. Si on ne cherche pas à prévenir les événements, on est contraint à les gérer au mieux et généralement plutôt à les subir. Avant de laisser la place aux échanges, je voudrais vous expliquer la manière dont les armées perçoivent les mutations du monde aujourd'hui, évoquer le changement de paradigme opérationnel qui en découle, et enfin vous exposer comment les armées répondent à cet environnement stratégique. Alors, l'environnement stratégique. L'environnement stratégique, le comprendre est quelque chose qui est extrêmement important. En tout cas, pour les armées, en fait, on n'agit pas un peu en translation ou en suspension. C'est bien évidemment l'environnement stratégique qui compte beaucoup et qu'on essaye de maîtriser. Mais l'environnement stratégique, la compréhension de l'environnement stratégique est quelque chose qui est important. J'estime qu'il y a 4 grands marqueurs aujourd'hui dans l'environnement stratégique dans lequel nous vivons. Le premier marqueur, c'est la dynamique de la force. En fait, le retour du rapport de force comme mode de règlement des conflits pour imposer sa volonté. Le réarmement, qui avait commencé il y a quelques années, mais c'est aujourd'hui ce qu'on assiste, c'est une vraie désinhibition, voire volonté d'employer la force pour imposer sa volonté. En fait, on emploie la force parce qu'aujourd'hui, la force produit des effets immédiats. Il y a malheureusement beaucoup d'exemples. J'en saisis un, c'est le Haut-Karabakh. C'est quelque chose qui durait depuis 30 ans. Et en fait, en 24 heures, le Haut-Karabakh a disparu. Cette affaire-là est réglée et on est passé à autre chose. 24 heures. C'est également l'escalade des moyens.
et la recherche de la létalité, avec des armes toujours plus précises, toujours plus létales, que ce soit l'artillerie, que ce soit les munitions téléopérées, que ce soit des frappes dans la profondeur. Avec l'Ukraine, je constate également que l'emploi du nucléaire, la question de l'emploi du nucléaire est quelque chose qui est rapidement revenu au centre de la dialectique et voire même utilisé ou en tout cas commenté de manière quasiment banale par certains journalistes. C'est extrêmement inquiétant. Ensuite, c'est l'extension des domaines d'emploi de la force. Bien évidemment, la force, elle s'emploie dans les domaines traditionnels, terrestres, maritimes, aériens. Mais vous voyez bien que finalement, la force, ou en tout cas l'utilisation militaire, est présente aussi dans d'autres nouveaux champs, nouveaux milieux, que sont les grands fonds marins, le cyber, l'espace ou l'espace informationnel. Le dernier point qu'il faut souligner, c'est que l'emploi de la force est probablement aussi lié, ou en tout cas a provoqué, c'est quelque chose qui est lié, en fait, une atténuation de l'ordre international, qui peine à finalement réguler ce qui avant était des conflits, qui subissaient difficilement et lentement quelquefois, mais la pression mise par le vote ou l'acceptation de résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, il est bien rare qu'on entende encore parler de résolution des Nations Unies. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a plus, c'est qu'en fait parce que ça ne pèse plus dans la dynamique des crises aujourd'hui. Ça, c'est le premier marqueur. Le deuxième marqueur, c'est la puissance de l'information, avec des développements technologiques et la numérisation des sociétés qui confèrent à l'information une valeur stratégique exceptionnelle. L'information est tout d'abord un enjeu de la bataille, en particulier dans la recherche du renseignement, quelque chose qui est capital pour comprendre et pour agir, mais également le lieu de la bataille. Le lieu de la bataille, avec des directement liés à l'information, comme l'intoxication, mais aussi l'exercice du commandement des forces, où c'est la supériorité informationnelle, l'usage du commandement qui permet d'imposer sa volonté et de gagner la bataille de l'information. Ça conduit à des actions très offensives de la part de nos compétiteurs pour agir sur les perceptions en déployant des stratégies de long terme. C'est probablement ça qui caractérise aussi la guerre informationnelle. C'est quelque chose qui nécessite de l'anticipation et des actions sur le long terme. Dans le domaine informationnel, dans le champ informationnel, dans la lutte informationnelle, en fait, vous le constatez, il n'y a pas de victoire décisive. Ce n'est pas un bouton qui permet instantanément finalement d'imposer sa volonté, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Mais la palette d'effets est extrêmement large. C'est soit du signalement stratégique, ça sert de caisse de résonance, c'est également de l'entraînement pour amener des gens à travailler avec soi, ou au contraire, l'inhibition de nos adversaires. Les perspectives doivent impérativement être prises en compte. La guerre informationnelle va de plus en plus structurer les antagonismes et bien évidemment les progrès technologiques auxquels on assiste, en particulier l'IA générative, est probablement quelque chose dont on n'a pas encore bien mesuré les effets que ça va produire, mais il faut impérativement s'y préparer. Le troisième marqueur, en fait, c'est la manœuvre de désoccidentalisation auquel on assiste. Vous constatez comme moi la volonté de créer un ordre alternatif. Derrière cette manœuvre-là, c'est un ensemble assez hétérogène. D'aucuns parlent du Sud global. En fait, tous ces pays-là ne sont pas au Sud, donc c'est peut-être pas exactement. Mais je pense que Sud global, finalement, illustre assez bien ce que ça veut dire. Et en tout cas, ces gens-là ont évidemment un trait commun. Et il y a quelque chose qui les rassemble, c'est le rejet de ce qu'eux pourraient appeler le Nord, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire nous. On a des compétiteurs face à nous extrêmement offensifs, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, qui avancent leurs pions dans tous les domaines, qu'ils soient militaires, économiques, diplomatiques, industriels. Ceux-ci cherchent à accéder à de nouvelles ressources, à établir de nouveaux points d'accès et à contester les acquis, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, en nous décrivant comme ceux qui finalement ont mis en place ce système et en profitent aujourd'hui. En plus, il y a bien évidemment des puissances régionales qui s'affirment et qui en fait exploitent des opportunités. Bien évidemment, ceci ne fait que créer des tensions supplémentaires et générer de l'instabilité. Le quatrième marqueur, qui va vous paraître peut-être un peu décalé par rapport aux trois premiers, mais pour autant je pense qu'il faut le prendre sérieusement en compte, est le changement climatique. Les impacts environnementaux, en fait, sont en quelque sorte des catalysateurs du chaos en termes de famine, de déplacement de population. Et bien évidemment, ces éléments-là sont instrumentalisés par les grands compétiteurs contre nous, où on est souvent décrit comme les responsables de ce qui est arrivé, ce qui génère le changement climatique aujourd'hui. C'est également quelque chose qui est une préoccupation majeure
pour un certain nombre de nos partenaires, en particulier dans la zone Indo-Pacifique et en Méditerranée. À ce titre-là, je pense qu'il est vraiment très important de le prendre en compte. Ces paramètres sont de plus en plus structurants pour toutes les activités humaines et les armées, et nos sociétés n'y échapperont pas, mais les armées en particulier. En termes de garnison, est-ce qu'on pourra continuer à utiliser dans les années qui viennent, dans les décennies à venir, les mêmes garnisons? Le moteur thermique, on peut croire finalement que le moteur thermique, les armées auront une espèce de passe-droit et continueront à pouvoir utiliser le moteur thermique. Je pense que quand il n'y aura plus de grandes industries aéromobiles qui fabriquera de moteurs thermiques, il n'y en a plus une qui fabriquera des moteurs thermiques juste pour les armées. Peut-être dans le domaine aéronautique, il y aura peut-être un petit glissement, mais en tout cas dans le domaine terrestre, je pense qu'il faut s'y préparer très sérieusement. Bien évidemment, le sujet de la transition énergétique et aussi l'impact sur les générations. Si on a des armées qui finalement apparaissent complètement insensibles et non concernées par le changement climatique, alors qu'en fait, je pense que pour vous tous ici, c'est quelque chose dont vous avez bien conscience, est-ce que finalement on continuera à attirer les gens de la même manière? Je ne le pense pas, donc il est aussi important qu'on montre bien que cet aspect-là est important et nous préoccupe également. En bref, avec ces 4 marqueurs, un monde qui est en recomposition par la rupture et qui provoque en fait des réalignements extrêmement brutaux, un peu comme des plaques tectoniques. Et en fait, le point de bascule est bien évidemment identifié comme étant un peu le 24 février, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je pense que cette évolution s'était déjà inscrite un peu en avant. Mais c'est quand même un point marquant extrêmement important et qui illustre bien la dégradation du contexte international durant la dernière décennie. En clair, l'évolution en tendance, la manière dont on a cherché à gérer le monde auparavant ne suffit plus aujourd'hui et il faut penser de manière beaucoup plus stratégique. Penser de manière beaucoup plus stratégique, ça veut dire penser dans le temps long, le long terme. Et il faut constater que les démocratures, comme on peut les appeler, en fait, bien évidemment, ont un avantage sur nous dans ce domaine-là, puisqu'en fait, elles ont des régimes politiques qui s'inscrivent dans le temps long beaucoup plus longtemps que le nôtre. C'est également penser plus stratégique, ça veut dire la nécessité d'être capable d'inclure beaucoup plus d'acteurs et que la sécurité n'est pas un sujet uniquement militaire, mais au contraire, bien évidemment, interministériel, mais également international avec nos alliés. Dans ce cadre, le continuum paix-crise-guerre qui avait été mis en place finalement après la Deuxième Guerre mondiale est quelque chose qui n'apparaît plus comme totalement pertinent. Et on a pensé qu'il fallait mettre en place une nouvelle grille de lecture stratégique, qui est plus construite sur des états que sont compétition, contestation, affrontement. Sur ce nouveau triptyque, il n'y a pas de volonté d'imposer une manière de voir. En fait, c'est seulement quelque chose qui est utile pour les armées, tout d'abord pour réfléchir à une situation, pour analyser les situations entre nous, comprendre l'évolution, mais je pense que c'est également quelque chose qui est important pour échanger et pour faire comprendre nos positions. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce nouveau triptyque compétition, contestation, affrontement, et non pas comme une grille de lecture qu'on cherche à imposer et qui régenterait la manière dont on appréhende les choses. Je vais prendre quelques minutes pour vous détailler ces 3 états. Tout d'abord, la compétition, qui est l'état, en fait, le monde dans lequel on vit. C'est la compétition, c'est le mode de relation normal entre les États aujourd'hui. La compétition, elle est dans tous les domaines, de l'activité humaine et de la conflictualité, mais d'abord de l'activité humaine, économique, diplomatique, la norme, la culture, le sport. Je pense qu'on va passer un été intéressant. On avait déjà, pour les Jeux Olympiques qui arrivaient, des sujets à régler entre la compétition au sens propre et figuré entre les Ukrainiens, les athlètes russes, sous quelle forme allait-il apparaître, pays neutre, bannière neutre, c'est quelque chose qui va être, et bien évidemment avec la guerre entre le Hamas et Israël, on va avoir une couche supplémentaire, bel exemple de compétition. Durant la phase dans cet état de compétition, le champ informationnel, en fait, est le champ de bataille par excellence avec des stratégies hybrides. J'y reviendrai. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans cet état, les armées contribuent, dans cet état de compétition, à la connaissance des compétiteurs, proposent des options militaires et participent à montrer la détermination de la France. L'objectif est d'infléchir la résolution de nos compétiteurs et de travailler à resserrer les liens avec nos alliés et nos partenaires. En fait, la compétition correspond à une forme de guerre avant la guerre et que ce qu'on y fait compte déjà beaucoup et a un impact important pour la suite, en positif, si on s'est bien positionné,
en négatif si on s'est mal positionné. Le deuxième état, c'est la contestation. La contestation, c'est quand un acteur décide de transgresser les règles communément admises pour obtenir un avantage. Le bel exemple, entre guillemets, est la Crimée en 2014. Dans cet état de contestation, les armées contribuent à lever l'incertitude et à empêcher l'imposition d'un fait accompli ou le franchissement d'une ligne rouge. Durant cette phase-là, pour les armées, les capacités essentielles sont la réactivité et la brutalité de la réaction si nécessaire. L'objectif est de forcer l'adversaire à se dévoiler. En fait, c'est la guerre juste avant la guerre. Probablement une ultime possibilité d'éviter d'aller à la phase suivante qui est l'affrontement. L'affrontement, c'est le dernier état, c'est la guerre, vous l'avez bien compris. C'est quand un acteur décide de recourir à la force, qu'il provoque une réaction d'un niveau au moins équivalent. Pour les armées, il est essentiel de détecter les niveaux faibles, les signaux faibles qui vont nous permettre de voir l'affrontement arriver, d'anticiper la bascule, de monter en puissance et ensuite, si nécessaire, de livrer la guerre. Les évolutions de l'environnement stratégique, bien évidemment, induisent des bouleversements sur le champ de bataille. C'est mon deuxième point. Le premier point, sur le champ de bataille aujourd'hui, ce que je constate, c'est le retour de la guerre imposée. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre imposée? En fait, durant les 30 ou 40 dernières années, on a plutôt livré des guerres qui étaient choisies. Si je remonte un tout petit peu, dans les années 80 et 90, en fait, notre armée conduisait des opérations de maintien de la paix. Les soldats étaient appelés communément les soldats de la paix. Ne croyez pas que ces opérations-là étaient simples et faciles. On a eu beaucoup de pertes, autant de pertes d'ailleurs en Bosnie-Herzégovine, opération assez emblématique d'une opération de maintien de la paix qu'en Afghanistan. Quasiment 90 morts. Donc ça veut dire que c'était des missions qui n'étaient pas simples. Pour autant, face à nous, on avait quand même plutôt des adversaires qui cherchaient à nous empêcher de remplir nos missions qu'à nous tuer. De temps en temps, quelqu'un a été tué, soit par des tirs indirects, soit volontairement par manque de maîtrise. Mais les gens en face de nous n'avaient pas la volonté de nous tuer. Le tournant, c'est l'Afghanistan, les années 2000, où en fait, c'est un peu le retour brutal d'adversaires qui en fait sont là juste pour vous tuer. Ce n'est pas le sujet de la mission, on est chez eux, ils ne veulent pas de nous, et l'objectif est de nous tuer. Retour assez brutal, il nous a fallu un certain temps pour nous réadapter à ça, ce qui a entraîné une transformation assez importante de l'armée française, mais en fait des armées occidentales de manière générale, où on a livré, d'un point de vue opérationnel, des opérations extrêmement complexes et beaucoup progressé dans ce domaine-là, ce qu'on a continué à faire par exemple au Mali. Mais en fait, globalement, c'était des engagements qui étaient choisis dans le sens où le pouvoir politique et les militaires, en fait, avaient la capacité à réguler le tempo et le niveau d'engagement. Soit pour des questions de disponibilité de matériel, de disponibilité de munitions, de sujets politiques comme des élections dans un pays. En fait, il était possible de moduler le niveau d'engagement sans que ça se traduise finalement par une défaite sur le terrain. Ça ne veut pas dire là non plus que les opérations étaient simples, mais néanmoins, il y avait une vraie capacité pour le pouvoir politique. Et quand le président Macron décide de se retirer du Mali, évidemment, c'est un coût diplomatique, probablement, un coût financier, des matériels qu'il faut changer, qu'il faut transformer. Pour autant, ça ne se transforme pas par une défaite instantanée de la France au Mali ou dans la guerre contre les groupes armés terroristes. Vous comprenez bien que la situation est tout autre pour l'Ukraine aujourd'hui. En fait, l'Ukraine ne voulait pas la guerre, elle est obligée de faire la guerre. Et si l'Ukraine ne se met pas au niveau et ne répond pas au niveau, au tempo et au mode d'action que lui impose l'armée russe, en fait, elle perd la guerre. Et vous comprenez bien que dans la construction d'une armée, mais aussi dans l'engagement d'une armée, finalement, agir dans une situation de guerre imposée est quelque chose qui change radicalement la manière dont on voit les choses. Si on agit au Mali et qu'en fait, sur nos 70 hélicoptères Tigre, il y a besoin d'en engager que 5, ou on ne peut en engager que 5, en fait, on fera la guerre avec 5 Tigres. Dans la guerre en Ukraine, si l'armée ukrainienne n'est pas capable de mettre en place et en œuvre un maximum de ses canons, un maximum de ses aéronefs, et d'essayer de contester la liberté d'action des Russes en mer Noire, en fait, elle perd la guerre.
Et donc ça veut dire que la manière dont est construite l'armée, la manière dont elle est équipée sur l'ensemble du champ, équipée, mais également avec ses munitions, avec son maintien en condition opérationnelle, en fait, c'est extrêmement dimensionnant. Et donc le risque aujourd'hui, c'est le retour de guerre imposé. Et donc il faut forcément qu'on prenne ça en compte. Pour la France et d'ailleurs pour les autres pays européens, on n'est pas belligérant en Ukraine, mais en fait, on voit bien que finalement, on est quand même impacté par l'escalade et les répercussions qui en découlent. Et c'est très différent, comme je vous l'ai dit, des engagements au Sahel, au Levant ou en Afghanistan. Le deuxième point, c'est le changement de paradigme opérationnel. D'un point de vue militaire, quand on est susceptible de se faire imposer le tempo et la forme du combat, c'est beaucoup plus structurant. Il y a également un changement d'échelle. Un changement d'échelle. Dans les guerres qu'on a conduites en Afghanistan, dans les guerres qu'on a conduites au Sahel, le volume pour les 3 armées était quelque chose qui était de l'ordre de la compagnie, une centaine d'hommes, du bataillon, quand on combinait 800 hommes, jusqu'à 800 hommes, quand on cherchait à combiner les opérations. Pour les opérations aériennes, des missions qui généralement se conduisent à 2 appareils. Et pour le contrôle des espaces maritimes, finalement, un bâtiment suffit. Bien évidemment, dans les conflits de haute intensité, dans ce qui peut nous être imposé, ça nécessite de savoir travailler à un tout autre niveau. Et vous voyez bien, en Ukraine, c'est finalement non pas des dizaines de milliers d'hommes, mais des centaines de milliers d'hommes qui se font face. C'est des opérations qui peuvent constituer plusieurs dizaines d'appareils. Et bien évidemment, il n'y a pas de vrai combat naval en mer Noire, mais vous voyez ce que représente un groupe aéronaval qui contrôle, en fait, dans l'espace maritime, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. C'est ça la réalité. Alors, ce changement d'échelle, en fait, il n'est pas seulement dans le volume tel qu'on le pose sur la table. C'est en fait, finalement, des opérations qui se conduisent à un autre niveau et manœuvrer au niveau de la compagnie ou du bataillon est bien évidemment quelque chose qui est totalement différent que de manœuvrer au niveau de la brigade, de la division ou du corps d'armée. C'est à l'identique pour ce qui se passe en l'air, à l'identique pour ce qui se passe sur mer. Et c'est un peu ce qu'on a constaté sur le territoire, dans la guerre en Ukraine, où finalement, les masses d'hommes que les Russes ont mis en œuvre, il y avait une mauvaise capacité à utiliser ce niveau-là, de manœuvrer au niveau division, de manœuvrer au niveau corps d'armée. Et je constate également, vous avez vu comme moi, les difficultés qu'ont rencontrées les Ukrainiens dans leur contre-attaque, leur contre-offensive cet été, que je ne blâmerai pas. Ils ont agi avec la même détermination, le même courage. Mais en fait, finalement, je sais combien on passe de temps, mois après mois, année après année, à entraîner nos armées occidentales à être capables de manœuvrer au niveau de la brigade, de la division. En fait, je pense que nos frères d'armes ukrainiens, finalement, ne maîtrisaient pas techniquement la conduite d'opérations de cette ampleur-là. Et ça s'apprend. Et donc, moi, je retiens quelque chose pour nous, c'est que la nécessité de l'entraînement. En fait, on ne passe pas de guerre au Sahel, même si on a la chance d'être une armée d'emploi et qu'on a été confronté à des ennemis très durs. Mais finalement, le gap, il se traduit bien par un entraînement qu'il faut absolument conduire au niveau interarmée, terre, air, mer, en y intégrant aujourd'hui le cyberespace, la guerre informationnelle, les grands fonds marins ou encore le cyber. Dans le domaine capacitaire, c'est vrai également, pour être capable de s'adapter au mode d'action ennemi. C'est vrai également pour les soutiens, puisqu'en fait le changement d'échelle, il est aussi, bien évidemment, je vous l'ai dit, dans le nombre d'hommes engagés, avec les unités de taille supérieure. Il est vrai également dans les consommations en munitions, et il est vrai également dans les pertes. Au Sahel, les pertes les plus importantes en une fois auxquelles on a été confronté, me semble-t-il, c'était 13 morts en novembre 2019. En fait, 13 morts aujourd'hui en Ukraine, c'est les bons jours ou les bonnes demi-journées. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et donc, c'est également vrai dans les aspects fondamentaux comme le modèle RH ou les statuts, car ça nécessite une vraie compréhension. Sur le théâtre, ce que je constate également, c'est un vrai changement et finalement la fin du confort opérationnel. Là aussi, non pas que nos opérations en Afghanistan ou au Sahel aient été simples, mais finalement, seul l'espace terrestre nous était réellement contesté. La troisième dimension, en particulier, était quelque chose qui nous était particulièrement acquis.
s'il fallait faire venir un appui-feu, s'il fallait évacuer un blessé. En fait, le ciel était à nous. Il y a éventuellement les conditions météo qui pouvaient contraindre notre action, mais rarement l'adversaire. Donc, on doit se préparer à l'inconfort opérationnel, c'est-à-dire avec des milieux qui seront tous systématiquement contestés. De manière plus générale, je pense que dans un conflit de haute intensité, il faut également être prêt à comprendre que vouloir acquérir une supériorité et la conserver est quelque chose qui est probablement illusoire. Le tempo technologique, l'innovation rapide, par exemple l'utilisation de drones civils, de manière très très simple, permettent des contournements à bas coût. Il est illusoire de construire une supériorité dans la durée. C'est probablement d'ailleurs, pour les experts que vous êtes, une mauvaise utilisation d'un des principes de la guerre qui est l'économie des forces et vouloir finalement acquérir une supériorité, par exemple aérienne, par exemple maritime, par exemple terrestre, en construisant notre modèle pour ça et croire qu'on va pouvoir le contester est probablement une erreur. Donc il faut qu'on réagisse différemment et qu'on soit capable finalement de manœuvrer en n'ayant plus une supériorité permanente, mais plutôt en cherchant à acquérir une supériorité ponctuelle dans un espace donné, pour une durée donnée, pour imposer notre volonté à l'adversaire durant cette période-là. Et ensuite, il faudra être capable de résister à la pression et à la supériorité que cherchera nous imposer l'ennemi. Voilà, au final, bien évidemment, cela demande d'adapter profondément le modèle militaire, ce que nous apprenons et ce que nous cherchons à faire le mieux possible. Les répercussions se situent également au-delà du monde militaire. C'est bien évidemment une adaptation des structures civiles dans le domaine industriel, être capable de faire face à une guerre imposée et au changement d'échelle, en particulier dans l'utilisation des moyens et les consommations. Mais c'est également, je pense, une implication sociétale et une adaptation des mentalités. Si l'armée ukrainienne aujourd'hui est capable de résister à l'armée russe, bien évidemment, c'est le courage, le savoir-faire, la détermination des soldats ukrainiens. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils sentent que derrière eux, ils ont une nation tout entière qui est là et qui veut défendre son pays. Et quand ils défendent un pont, une rivière, une ville, un village, un bois, en fait, c'est parce que derrière, ils ont un village avec des populations ukrainiennes qui les soutiennent. Et tout ceci forme la cohésion d'une nation. Et c'est bien évidemment quelque chose qui est extrêmement important et probablement une des cibles principales de nos adversaires et de nos ennemis demain, c'est-à-dire casser cette cohésion nationale qui doit impérativement exister entre une armée et sa nation. Alors, quelles sont les réponses des armées face à des doubles évolutions stratégiques et opérationnelles? En fait, il y a une seule réponse, évidemment, mais en fait, il y a deux aspects qui expliquent pourquoi et comment on est en train de se réorganiser et comment il faut répondre à ces doubles évolutions. Il y a tout d'abord un héritage, mais il y a également une ambition. En fait, l'héritage, c'est en fait la singularité française. Et notre modèle d'armée, il est bien évidemment défini par ce qu'est la France et quelles sont ses singularités. Ces singularités, c'est quoi? La première singularité, c'est que la France est un État doté d'armes nucléaires, et qu'en fait, la dissuasion est au cœur de nos stratégies de défense. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors bien évidemment, la dissuasion est quelque chose, et c'est tant mieux, qui est assez loin et qu'il ne convient pas d'en parler à la légère. Je vous disais, je vois une forme de banalisation du discours sur le nucléaire, quelquefois dans des émissions à la télé. C'est à mon avis extrêmement dommageable, et probablement les gens n'imaginent pas exactement ce qu'il y a derrière. Mais la dissuasion, pour autant, je vous le répète, est au cœur de notre stratégie de défense, et bien évidemment, tout se réfléchit à l'aune de la dissuasion. Et que quand je vois certains commentaires en disant oui, mais finalement, on tiendrait qu'à un certain périmètre ou à une certaine profondeur de front, on ne serait pas capable de faire plus de 3 jours. En fait, l'armée polonaise, la Pologne n'est pas un État doté. L'armée polonaise, pour imposer sa volonté, probablement qu'elle doit être capable. Et l'armée polonaise se dote d'une armée qui est capable de livrer un combat conventionnel. Non pas que l'armée française ne doit pas être capable de livrer un combat conventionnel, mais en fait, pour se défendre, la France n'a pas besoin de faire tuer 500 000 hommes. Avant, elle a une dissuasion. Ça ne veut pas dire que l'armée française ne doit pas avoir une force conventionnelle, car tout ceci s'articule et qu'il ne faut pas se faire dépasser ni par le haut ni par le bas. Mais le fait qu'on soit un pays doté est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, et je dis bien qui est probablement le marqueur principal de nos stratégies de défense. Enfin, c'est le cœur de nos stratégies de défense, mais le marqueur principal sur les caractéristiques qui influent sur notre modèle d'armée. La deuxième chose, c'est l'exercice de notre souveraineté.
Bien évidemment, l'action en coalition est quelque chose qui est toujours privilégié. Et quand on présente des plans d'opération au président de la République, il y a très peu de cas où finalement on ne propose pas quelque chose qui vise à travailler avec un de nos alliés ou plusieurs de nos alliés ou dans le cadre d'une organisation, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'UE ou d'une coalition ad hoc, évidemment. Et je pense que c'est comme ça qu'on est les plus efficaces, c'est comme ça qu'on est construit et c'est pour ça qu'on a des partenaires stratégiques avec nos alliés. Pour autant, et c'est probablement là une vraie singularité française, je ne me vois pas un jour aller dire au président de la République, en fait, on est tout seul et donc on ne peut pas faire. Ça, finalement, il n'y a plus beaucoup de pays au monde qui sont capables en tout cas, qui se mettent dans cette tournure d'esprit-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est bien la manière dont on compte exercer notre souveraineté. Ça justifie notre modèle complet, qui est décrit par certains en disant, finalement, on n'est pas capable de faire des choix. Mais pour être capable de faire tout seul, et quand on fera tout seul, si un jour on doit faire tout seul, ce sera bien évidemment plus risqué, plus compliqué, moins efficace, différent que si on le fait avec nos alliés, mais on devra être capable de le faire. Et pour être capable de le faire, il faut qu'on ait un modèle complet, peut-être avec peu de choses dans toutes ces dimensions, mais être capable de le faire. Je le redis néanmoins, notre volonté est toujours d'agir plutôt en coalition. C'est comme ça que la défense collective est prévue. L'effort vise donc à être capable d'avoir une appréciation stratégique et des capacités d'intervention en autonome. Une autre singularité sont nos possessions outre-mer. Il y a environ 1 million Français, 800 000, 1,8 million de Français qui vivent outre-mer. On a la deuxième zone économique exclusive du monde, dont 6,8 millions de kilomètres carrés dans le Pacifique Sud. C'est bien évidemment quelque chose qui est très structurant. Et conserver et affirmer la souveraineté de ces possessions outre-mer est quelque chose qui demande des moyens dédiés, une répartition et de gérer la tyrannie des distances. Car nos possessions outre-mer, elles sont quelquefois très très loin, très très loin. Quatrième singularité, en fait, la France porte l'idée d'une autonomie stratégique de l'Europe, en particulier au travers du renforcement du pilier européen de l'OTAN. La logique de la défense collective est au cœur de notre modèle d'armée. Ça veut dire qu'on doit être capable d'entraîner finalement d'autres nations et peser dans ce levier que constitue l'OTAN pour l'esprit de défense européen. Et ça veut dire qu'il faut qu'on possède certaines aptitudes, en particulier l'aptitude d'être nation cadre. Être nation cadre, ça veut dire être capable d'agréger derrière nous une coalition, de travailler avec d'autres partenaires, de fournir un certain nombre de moyens en termes de système de commandement, de logistique, pour pouvoir agréger d'autres pays. C'est-à-dire la volonté de peser en Europe et d'affirmer un esprit de défense européen, qui n'est pas quelque chose qui s'oppose à l'OTAN, je le répète, mais quelque chose qui est complémentaire. Donc ça, c'est en fait, en quelque sorte, l'héritage. Et vous avez bien compris que cet héritage, c'est un bel héritage, mais qui est dimensionnant et qui influe forcément sur le modèle d'armée que la France doit posséder. Il y a un deuxième aspect qui est l'ambition pour les armées. L'ambition pour les armées est de gagner la guerre avant la guerre, tout en étant apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité. Je commence tout d'abord par apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité. Apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité, c'est un sujet de crédibilité. C'est l'essence du métier militaire et c'est bien évidemment la réalité de la menace avec laquelle on ne peut pas tricher. C'est l'aspect le plus dimensionnant de la mission auquel on peut être confronté. C'est l'importance de la loi de programmation militaire qui permet de continuer à consolider nos capacités et d'en bâtir ou de transformer des nouvelles. C'est également un souci de cohérence. Cohérence qui est essentielle pour être prêt à aller à l'affrontement le plus important, le plus dimensionnant. Ça revient à ce que je vous ai dit sur le sujet des guerres choisies, des guerres imposées. Et que dans une guerre imposée, c'est-à-dire être prêt à s'engager dans un affrontement de haute intensité, ça nécessite d'avoir quelque chose qui a été construit de manière cohérente, de ne pas seulement avoir des matériels, mais aussi d'avoir des hommes qui se sont entraînés avec ces matériels. Ça veut dire être capable de générer de l'activité, ça veut dire du maintien en conditions opérationnelles pour que nos avions, nos chars, nos bateaux puissent aller à la mer, dans les airs, sur terre, dans les champs de manœuvre, avec les hommes qui les serviront. Ça nécessite également d'avoir des munitions. Et si on a des matériels sans munitions, avec les gens avec lesquels nos soldats ne se sont pas entraînés, en fait, on ne sera pas crédible et on ne sera pas prêt à s'engager dans un affrontement de haute intensité. Ça veut dire que notre modèle doit se construire de manière cohérente. C'est quelque chose qui est essentiel. Mais en fait, vous comprenez bien que l'engagement ne peut pas être la seule finalité. Et l'engagement de haute intensité est finalement
quelque chose qu'il faut chercher à éviter tout en étant extrêmement capable de le faire. C'est pourquoi le gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire gagner la guerre tous les jours, c'est-à-dire gagner la guerre dès la phase de compétition, où je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est probablement la phase la plus importante sur laquelle on doit faire l'effort pour agir positivement sur la suite et éviter de devoir aller à l'affrontement tout en étant prêt. Ça veut dire donner la preuve de notre crédibilité et notre détermination tous les jours. C'est le champ de bataille privilégié du champ informationnel où notre présence est indispensable, non seulement pour se protéger, pour protéger les Français, pour protéger la cohésion nationale, mais aussi pour agir contre nos adversaires et éventuellement contre nos ennemis. C'est la nécessité d'agir avec les autres dans une dynamique interministérielle. La population française, la nation, se défend pas seulement par les armées, mais également avec nos alliés. Voilà, donc ça c'est un peu la manière dont les armées françaises se positionnent dans l'environnement stratégique. On a probablement oublié une chose, le plus important. C'est tout ce que je vous ai dit. Si en fait il n'y a pas des hommes et des femmes qui décident de s'engager pour servir leur pays et défendre leur pays, en fait tout ceci ne fonctionnera pas. Et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je voudrais témoigner de leur grande abnégation et de leur grande détermination. S'engager dans les armées aujourd'hui n'est probablement pas la voie de la facilité, pour tout un tas de raisons. Et pour autant, on a encore des jeunes Français qui le font. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour remplir la mission de défense de la France et de protection des Français. Et pour moi, c'est une grande fierté, un grand honneur d'être à leur tête. Et je peux vous assurer que tous, chacun à son niveau, on fait tout ce qu'il faut pour être capable de remplir les missions que peut nous fixer le président de la République. Merci pour votre attention.